Changement de décor pour une nouvelle vidéo. Une vidéo un peu différente de ce que j'ai l'habitude de vous proposer. En général, je vous donne des outils, je donne du contenu. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous inspirer avec les 3 ingrédients qui vont vous permettre de réussir n'importe quelle recette dans votre vie. Alors évidemment, ces ingrédients, ce sont les miens, ce sont ceux que j'ai trouvés au cours de ma carrière, au cours de mon expérience professionnelle. Et récemment, j'ai eu l'occasion de les partager. Et les personnes qui ont écouté ont trouvé ça extrêmement inspirant. Et donc, j'ai envie de les partager aussi avec vous, mes fidèles abonnés sur YouTube. Et donc, n'oubliez pas, si vous êtes nouveau ici, c'est en dessous que ça se passe. N'oubliez pas de vous abonner. Alors, ces ingrédients, quels sont-ils? Eh bien, on en parle juste après le générique. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'on va traiter la façon de préparer la recette et puis on va voir comment réagir si par malheur la recette venait à échouer. À tout de suite! Regardez, les paillettes sont là, yep là. Et alors, il faut savoir. Bravo Sabine, on y va, on applaudit. Donc on a fait un partenariat avec Pierre, je lui ai dit mais de quoi veux-tu que je parle? Il m'a dit tu racontes ce que tu veux. C'est en fait le partenariat qu'on a. Grand Pierre. Donc j'ai un peu réfléchi mon parcours, ma vie, pourquoi j'étais là aujourd'hui. Et en fait j'ai envie de partager avec vous, non pas 3 clés, parce que les clés on peut toujours en oublier une. J'ai envie de partager avec vous 3 ingrédients qui pour moi, quand vous utilisez ces 3 ingrédients, eh bien, je pense que vous pouvez réussir à peu près tout dans la vie. Et je vais l'expliquer sur base de mon expérience. Donc en gros mon expérience, pour faire très vite, le droit pendant 5 ans, 17 ans dans le secteur de l'édition où je suis plutôt partie vers le marketing et vers la communication et 10 ans, on va dire 10 bonnes années plutôt dans l'événementiel et la gestion de projet. Et pour moi, il y a 3 ingrédients. Combien d'ingrédients? Oh, si. Il y a 3 ingrédients. Et j'ai envie de dire que le premier, c'est la préparation. Dans tout ce que vous faites, préparez-vous. Et je vais vous donner une petite expérience professionnelle et une expérience plutôt artistique, ludique. Mon expérience professionnelle, j'ai commercialisé en 10 ans, à mon avis, un petit millier de conférences dites commerciales. Donc j'entends par conférence commerciale un temps de parole que les partenaires venaient acheter. Chez moi, c'était payant, très cher. Ils venaient acheter un temps de parole pour présenter un produit, un service, une société. Et je vendais ça donc vraiment dans le B2B à des sociétés en général, donc souvent un directeur commercial. Et qu'est-ce qui se passait? Je vendais tous les slots, tout était vendu, donc j'étais très contente. Et puis l'année suivante, je retournais vendre ces conférences. Et chaque fois, j'entendais le même message. Ouais, Sabine, tes conférences, c'est quand même vachement cher et ça ne rapporte rien. Alors, c'est clair que c'était pas toujours facile de mesurer. Et en fait, je me suis posé la question, j'ai dit, mais pourquoi est-ce que ça ne rapporte rien? Et en fait, clairement, ce n'était jamais préparé. Donc, c'était clairement, soit c'était pas la bonne personne, donc le directeur commercial, en fait, il achetait cette conférence un peu pour la piquer au concurrent, être sûr que le concurrent ne la prenne pas. Donc, c'était jamais la bonne personne. Soit j'étais confrontée à des commerciaux, et je suis désolée, les commerciaux se disent, moi, je sais vendre, donc j'ai pas besoin de préparer ma conférence. Ah, cool. Sauf que dans une conférence, vous êtes sur scène, vous avez un public et vous avez du temps. Et si vous ne gérez pas votre temps, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à un moment donné, il y a le suivant qui arrive et donc vous êtes complètement passé à côté de votre vente, vous êtes complètement passé à côté de votre message. Et donc, en fait, j'en ai même écrit un livre parce que je me suis dit, c'est vraiment quelque chose que je maîtrise. Donc vraiment, mon premier message, c'est de préparer tout ce que vous faites. Et je pense que quand on prépare, d'ailleurs, je crois que Pierre, tu dis toujours que le talent, c'est 10 000 heures de travail, si je ne me trompe. Quand on prépare, je pense qu'à peu près tout est possible dans la vie. Certaines choses prennent plus de temps que d'autres, mais la préparation est fondamentale. Pour moi, il y a 2 catégories. Il y a ceux qui ont peur, et puis il y a ceux qui pensent que leur charisme est suffisant. Et ceux-là, en effet, n'y arriveront pas. Et dans ceux qui ont peur, mais il y a différentes catégories de peur. Il y a ceux qui ont très peur, et puis il y a ceux qui ont moins peur. Mais je peux vous assurer même un grand journaliste qui fait le JT, il a peur à chaque fois. Un animateur, il a peur. Alors, le niveau de... Journal sportif aussi, c'est valable. Mais des journalistes qui font ce genre de choses. Certains. Le niveau de peur est différent, mais il y a la peur de ne pas se réinventer, de ne pas se renouveler. Un stand-upper, il a peur de ne plus être drôle. Oh. Donc, ces gens ont peur. Si on veut le faire du côté un petit peu plus ludique, donc toujours en parlant de mon expérience. Moi, j'ai réalisé un vieux rêve à un âge assez avancé. J'ai commencé à chanter il y a 10 ans. Ouais. Et en fait, j'ai aussi envie de partager une statistique avec vous. À votre avis, combien de personnes n'ont absolument aucune oreille musicale? Et d'abord, est-ce qu'il y en a parmi vous qui chantent?
Faux. Qui aime chanter. Faux. Qui aime chanter. Moi, J'aime je chante chanter, faux. oui. Qui aime chanter. Combien parmi vous sont convaincus qu'ils ne savent pas chanter ou qu'ils ne peuvent pas chanter? Ouais, ouais. Eh, mon papa, tu peux lever ta main, hein? Alors, vous avez vu, on est à quoi? On est à 80%, là, on a 70, Ouais. plus de 70%. On va chanter. Alors, il y a combien pensez-vous qu'il y a de pourcents de personnes sur Terre qui n'a absolument aucune oreille musicale? Bah, quand même. Combien De pourcents. Pourcent. De pourcents? Allez, 30. Il y a 2% de personnes. Ah. 2%. Donc, si vous êtes 50, il n'y a même pas... il y a même moi. pas... Non, parce que moi, je vais aller plus loin. Je prétends que ces personnes ne sont pas dans la salle. Ah. Alors, tu vas me dire, c'est une croyance, elle est stupide, mais est-ce qu'elle est plus stupide de toujours penser qu'on est nul? Ouais. Non, Ça, c'est hein, vrai. on est d'accord. Alors, pourquoi est-ce que vous pensez que vous ne savez pas chanter, à votre avis? Ah, parce qu'on n'a pas, parce qu'on n'a pas arrêté de me le On l'a dire. jamais fait. Parce qu'on n'a pas arrêté de vous le dire. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas arrêté de vous le dire? Parce que pour 90% d'entre vous, votre expérience du chant, c'est quoi? C'est l'expérience du karaoké. Ah. Or, le karaoké ne s'adapte pas à vous. Or, pour pouvoir chanter plus ou moins correctement, alors, j'ai pas dit que ça allait être impeccable. Ne rigole pas. Je Ne rigole déf- pas, sinon je- Donc, l'expérience des karaokés, tu confirmes, vous ne chantez jamais sur un ton qui vous convient. Or, en chant, c'est le ton qui s'adapte à vous et c'est pas l'inverse. Donc, par exemple, mesdames, si vous chantez sur une chanson de Michel Sardou, en même temps que Michel Sardou, ça va jamais marcher. Par contre, si vous augmentez la tonalité de 2-3 tons, ça va marcher. Et donc, tout ça pour vous expliquer que oui, c'est possible. Alors, évidemment, ça va vous demander un petit peu de travail comme toute activité artistique, mais encore une fois, avec la préparation, ça va marcher. Donc ça, c'était mon premier ingrédient, c'est se préparer. Le deuxième ingrédient, Julie, si tu peux mettre mon petit slide, c'est que c'est bien de se préparer, Tadam. mais à un moment donné, il faut aller au feu. Ben non, parce que nous, on va le voir. Voilà, on le voit. Ah. À un moment donné, il faut aller au feu, il faut se lancer, on ne peut pas préparer toute sa vie. Et donc moi, je trouve que pas fait, et que fait, c'est mieux que pas fait ou que parfait. Donc à un moment donné, il faut y aller, il faut se jeter, il faut s'entraîner, il faut préparer, mais il faut y aller parce que si vous n'y allez pas, vous n'allez jamais progresser. Alors pourquoi est-ce qu'on y va? On y va parce que c'est la seule façon de progresser, il faut se casser la gueule, il n'y a rien à faire. Et donc moi je pars du principe que quand on y va, ça fait toujours partie du processus. Et en fait, on est dans la répétition générale de la prochaine en fait. Et donc ce que je voulais dire, c'est donc il faut mieux le faire que ne pas le faire. Et quand par exemple vous vous retrouvez et que vous vraiment ça ne va pas, c'est un échec, eh bien vous vous dites génial, c'était la répète générale, la prochaine fois ce sera bon. Et quand si vous prenez la parole et que vous avez une salle vide devant vous, j'ai déjà vu des gens qui venaient chez moi qui me disaient Sabine, il n'y a que 2 inscrits, est-ce qu'on n'annulerait pas? Non, on n'annule pas parce que justement on répète pour la fois suivante et peut-être que ces 2 personnes, c'est vos clients du siècle. Donc allez-y toujours avec la même envie et le même dash que s'il y a 1000 personnes devant vous. La personne qui est devant vous, c'est qu'elle doit entendre votre message. Donc donnez tout votre cœur, toute votre énergie. C'est quoi comme le si nom de c'était... ta chaîne YouTube? C'est Sabine? C'est Sabine Van de Broek. Donc, premier ingrédient, se préparer. Deuxième ingrédient, aller au front, trébucher, se relever. Donc, voilà. Pour tous ceux qui ne connaissent pas YouTube, quand vous allez, vous regardez, vous vous abonnez. Ouais. Exactement. C'est gentil, ça encouragera Merci, Sabine. merci. Ça donnera de la visibilité. Et le troisième ingrédient, on sort un peu de la théorie, parce que c'est quelque chose que j'ai vraiment découvert il n'y a pas très longtemps. C'est de développer votre résilience. Alors, il n'y a pas très longtemps que je sais que je suis résiliente, mais aujourd'hui, je l'affirme très très fort. Ah bon, tu ne le savais pas? Non. Et il y a 2-3 ans, il y a une personne avec qui je travaille régulièrement, je ne sais même pas si elle s'en souvient, qui m'a dit ce que j'apprécie chez toi, c'est ta résilience. Alors, je vous avoue qu'à l'époque, c'est pas un mot qu'on utilise depuis il y a tellement d'années, la résilience. C'est quoi le mot? Oui, C'est quoi d'ailleurs, le moi, mot il m'a fallu longtemps pour comprendre ce que ça voulait dire. Voilà. Et donc, quand on m'a dit ça, c'est rentré, c'est sorti. Je me suis dit, tiens, résilience. Je me suis pas Merci, Leslie. trop attardée sur, Oui. sur cette définition. Ah, tiens. Et puis, c'est revenu une deuxième fois, une troisième fois, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, où j'ai commencé, je lisais un bouquin, il y avait des tests, un livre de développement personnel. Il y avait des tests, et puis je fais les tests, et 3 tests de suite, je tombe résilience 10 sur 10, résilience 10 sur 10, résilience 10 sur 10. Et je me dis, tiens, ça c'est quand même particulier, c'est pas une qualité que je me donnais, je découvre ça, et j'ai commencé à réfléchir comment j'étais devenue résiliente. Et alors, c'est là que c'est très drôle, c'est qu'en fait, je suis devenue résiliente grâce à ma pire croyance. Je vous explique. Ouais. Ma vie a vraiment changé le jour où j'ai découvert ce que c'était une croyance et que j'avais non pas un sac à dos, non pas une valise, mais j'avais, vous voyez, les containers dans les docks. J'avais, à mon avis, 2 containers remplis de croyances. Et bon, j'ai appris le processus, donc j'ai tué, éliminé les croyances. Il y a une croyance avec laquelle je continue de me battre tous
les jours. Et je crois que je vais mourir avec cette croyance, mais c'est pas grave, puisqu'on dit qu'il faut se défaire de ces croyances. Et cette croyance, c'est un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Et en fait, c'est cette croyance qui m'a permis de devenir résiliente. Parce que chaque fois que je trébuche, je suis tellement dans la gratitude de ce que j'ai déjà. Alors évidemment, cette croyance me paralyse quelque part, puisqu'elle m'empêche parfois de prendre des risques, puisque ma crainte, c'est que si j'ai mieux, je peux perdre ce que j'ai déjà. Et je suis extrêmement dans la gratitude, puisque j'ai la chance, j'estime que c'est une chance, et je remercie tous les jours d'être extrêmement aimée. J'ai grandi dans un milieu avec des parents avec énormément d'amour. J'ai un mari qui m'aime, en tout cas c'est ce qu'il me dit, donc j'ose le croire, j'ai envie de le croire, j'ai des enfants super, j'ai plein d'amis qui m'aiment, je pense que j'ai vraiment de la chance, je suis profondément aimée, donc je suis dans la gratitude tout le temps en me disant mais j'ai déjà tout ça, pourquoi est-ce que tu voudras encore plus? Donc clairement c'est une croyance qui me bloque. Mais à contrario, cette croyance m'a rendue extrêmement résiliente parce que chaque fois que j'ai trébuché, je me suis dit mais j'ai déjà ça, donc c'est pas grave. Et donc je me suis toujours relevée, je suis toujours repartie. Et finalement, ce sera ma conclusion, c'est que c'est un peu l'histoire du couple. C'est l'histoire du mariage, du divorce, vous en avez parlé. Dans un divorce, c'est jamais noir ou blanc, sauf si on a un gars qui cogne sur sa femme. C'est gris en général. Oui, ou l'inverse. C'est gris en général. Il y a des torts des deux côtés. Eh bien, faut-il vraiment se défaire de toutes ces croyances quand finalement on se rend compte que quelque chose qui me paralyse vraiment d'un côté m'a peut-être donné une de mes plus belles qualités de l'autre. Donc voilà, je vous laisse méditer là-dessus. Super. Super. Alors, est-ce que vous voulez... On peut applaudir Sabine. On peut applaudir Sabine. Véronique qui demande que faire quand on a une peur de démarrer et une peur de finaliser. Alors, appliquez tous les trucs que vous avez entendus, qu'on vous a donnés pour passer au-dessus de cette peur, pour vous ancrer. Donc, pensez toujours à l'ancrage. Moi, je reviens toujours à l'ancrage. Je pense que l'ancrage va toujours permettre de passer au-dessus de pas mal de peurs. Donc, ancrez-vous, connectez-vous à la terre, respirez, toujours les respirations, inspirez, expirez, la respiration de panique, inspirez, expirez 3 fois, profondément. On en revient toujours à la préparation et puis tout ce qui est rituel, tout ce que vous avez comme outil pour vous relaxer, relâcher toutes les tensions. Et puis comme je disais, il faut trébucher. Moi, vous savez, mon prof de musique, mon prof de chant, quand j'entends ce qui m'a fait chanter à une époque, j'ai juste envie de lui envoyer mon poing dans la figure en disant mais c'est pas possible, comment t'as accepté de passer avec ça sur scène? Et en même temps, s'il l'avait pas fait, je serais pas là aujourd'hui. Et donc, je le remercie. Je sais qu'il fallait passer par là. Mais donc, allez au casse-pipe, c'est vraiment et sans peur parce que vous pourrez que progresser. Alors c'est pas facile, hein, c'est pas facile. Voilà, c'est pas toujours très simple. Alors mon livre, c'est comment organiser et donner une conférence qui fait vendre. Donc il est sorti juste avant le Covid, alors j'aimerais rajouter visioconférence entre parenthèses. Mais ce qui est important dans ce livre, c'est que si vous prenez régulièrement la parole, vraiment achetez-le, parce que plein de petits outils pour mieux parler, pour mieux s'ancrer, pour mieux se préparer. Il y a aussi pas mal sur le deuil du contenu, comment est-ce qu'on élimine du contenu. Donc je sais que c'est pas facile pour toi, Pierre, mais quand on est vous savez, quand vous êtes quand vous allez prendre la parole quelque part et qu'on vous donne un timing, si vous ne respectez pas ce timing, pour moi, vous manquez fondamentalement de respect par rapport à 3 voire 4 personnes. Vous manquez de respect à l'organisateur qui a fait un planning, qui a fait un agenda. Vous manquez de respect à la personne qui vous suit parce que vous êtes en train d'empiéter sur son temps. Vous manquez de respect par rapport au public qui a peut-être un enfant à aller rechercher à l'école, qui a peut-être prévu un autre rendez-vous, et soit il rate son rendez-vous parce qu'il vous écoute, soit il rate la fin de la conférence parce qu'il doit partir. Et enfin, vous manquez de respect, vous montrez un manque total de respect par rapport à vous, parce que vous montrez que vous n'avez pas préparé. Et donc, si vous intervenez dans des endroits où vous n'êtes pas maître du temps, vous devez timer. Pour timer, il faut répéter. Pour répéter, il faut écrire son texte. Pour écrire son texte, il faut pouvoir à un certain moment faire le deuil de son contenu. Ça veut dire qu'il faut effacer des choses que vous n'allez pas dire. Et je vais encore vous donner un petit outil. J'adore donner des petits outils. Quand vous effacez quelque chose parce que vous ne pouvez pas le dire, il n'y a que dans votre tête... Il n'y a que vous qui savez ce que vous alliez dire. Personne ne saura jamais que vous ne l'avez pas dit. Donc n'ayez pas de regrets puisque personne ne va vous en vouloir et personne ne va vous reprocher de ne pas l'avoir dit. Ça fait l'objet d'une deuxième conférence. Donc voilà, ce livre, il est vraiment destiné à la tripartite entre l'organisateur d'un événement, celui qui prend la parole et le public, et voir comment on peut combiner les trois et satisfaire tout le monde. Mais si vous prenez de temps en temps la parole, même si c'est pas devant une salle, parce que finalement quand on prend la parole,
on prend la parole à deux, on prend la parole. Vous savez, quand on dit vendre, c'est pas toujours aller vendre un produit. Hein. Vous allez à un conseil de classe, vous êtes délégué de parents et vous avez envie de faire passer une idée, c'est de la vente. Hein. Ok, il n'y a pas de transaction, il n'y a peut-être pas d'argent, mais c'est de la vente. Quand vous êtes dans une œuvre caritative, vous voulez vendre un projet, c'est de la vente. Donc la vente, vous en faites tout le temps. Et donc vous devez prendre la parole, vous devez impacter. Et il y a plein de petits outils très faciles à utiliser qui vont vous permettre d'avancer. Donc j'ai écrit là-dessus. Alors j'ai écrit là-dessus pourquoi ? Parce qu'on a tous le projet d'écrire un livre dans sa vie. Moi c'était une évidence que j'avais de la compétence là-dedans et j'ai écrit ce livre et je suis très contente de l'avoir écrit. Est-ce qu'il est parfait ? Certainement pas. Mais encore une fois, si j'avais voulu un livre parfait, il est fait. Je ne l'aurais jamais écrit, donc voilà. Parce que j'étais comme tout le monde sceptique par rapport au virtuel et en fait, moi j'adore parce que je trouve que derrière l'écran, vous allez beaucoup plus loin dans vos exercices et on vous voit, donc on a du retour. On n'est plus, comme dit Pierre, on n'est pas dans le webinaire. Alors j'aime pas dire de papy parce que tout le monde fait en fonction de ses possibilités, de ses moyens, mais on vous voit. Et c'est vrai qu'il y a encore des webinaires où on ne vous voit pas et ça, je reconnais que c'est pas drôle du tout quand on est devant un écran et qu'on parle devant un écran. Après, il y a des outils pour parler devant un écran. Donc moi, je dis toujours, faut en faire un jeu. En fait, faut trouver le jeu, faut trouver où on s'amuse. Qu'est-ce que change la visio dans la façon de communiquer avec le public ? Alors pour moi, il y a 3 choses. Il y a quand même un stress en visio qu'on n'a pas sur scène, c'est que après, tout dépend de l'ampleur de votre événement, mais si vous l'organisez, et j'ai un message, n'organisez jamais de la visio tout seul dans votre coin, il vous faut une équipe. Il y a quand même un stress technique. Quand vous êtes conférencier, moi j'ai eu la chance de faire 2-3 conférences dans des top organisations, on vous déroule le tapis rouge. Vous arrivez, vous avez votre petite loge, vous ne pensez qu'à votre contenu, à vous mettre en condition pour le contenu. Quand vous faites de la visio, il faut gérer de la technique, et soit vous avez une équipe de dingue, mais je vous dis pas l'équipe de dingue qui est ici derrière, hein, il y a 10 personnes. Donc c'est contraignant au niveau technique, et il faut apprendre à gérer la technique. La deuxième chose pour moi, c'est la gestion de l'humour. C'est vachement plus compliqué de faire de l'humour en visio sans le retour. Donc ça demande de la préparation. Et la troisième chose, c'est le sourire. C'est beaucoup plus difficile, je trouve. Il faut vraiment se conditionner à sourire devant. Alors on vous voit, hein, donc encore une fois on vous voit, vous souriez, vous êtes très souriant, donc c'est beaucoup plus facile. Mais pour certaines personnes, sourire en général c'est déjà assez compliqué. Donc pour moi c'est c'est un point d'attention en tout cas. Je ne dis pas que c'est difficile pour moi, mais c'est un point d'attention. Regarde, avance un peu. Regarde les bras.